Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Cadre théorique. 1. La RECHERCHEACTION. Le cadre théorique sur la recherche-action comportera 3 points qui nous permettront de mieux comprendre ce type de recherche. Pour ce faire, le premier de ces points donnera un historique de la recherche-action, le deuxième traitera de ses finalités et de ses fonctions tandis que le troisième présentera 3 définitions censées la caractériser. Un historique de la recherche-action. Pour déchiffrer les développements actuels de la recherche-action, il faut revenir sur les 2 périodes historiques qui l'ont fondée. La période d'émergence et de consolidation ainsi que la période de radicalisation politique. Étant donné que les différents auteurs qui ont traité de ce type de recherche ont plusieurs positionnements quant à ces 2 périodes, voici une synthèse des principaux éléments littéraires qui donnent un aperçu de l'histoire de la recherche-action. 1.1.1 Période d'émergence et de consolidation. L'émergence de la recherche-action revient pour la majorité des auteurs à Kurt Lewin, psychologue allemand qui a été naturalisé américain après avoir fui, en 1933, le régime nazi. D'autres auteurs, comme Anne-Marie Thirion, estiment cependant que le premier type de recherche-action, qui avait pour but de défendre l'idéal démocratique en se basant sur les fondements de l'éducation, a été inspiré par J. Dewey et le mouvement de l'école nouvelle après la Première Guerre mondiale. Thirion, 1980, cité dans Goyette, Lessard-Hébert, 1987, page 5. Pour Georges Lapassade, le terme recherche-action date du début du XXe siècle et provient de l'anthropologue John Collier qui voulait que les découvertes anthropologiques, effectuées auprès des Indiens qui vivaient aux États-Unis, soient mises au bénéfice d'une politique favorable à l'égard des populations indiennes. Lapassade, 1989, cité dans Barbier, 1996, page 15. Mais revenons sur les premières interventions, illustrant la recherche-action lewinienne, qui visait à modifier des attitudes et des comportements dans un certain nombre de secteurs de l'activité sociale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pouvoirs publics américains ont fait appel à des chercheurs non pour réaliser des enquêtes ou des analyses, mais pour qu'ils soient des acteurs du changement. Lewin a ainsi réalisé sa première recherche-action, en effectuant une étude qui avait pour but de modifier les habitudes alimentaires des Américains en temps de guerre. Jacques Réaume estime que ce type de recherche-action s'appuie sur la correspondance établie entre le processus de la pensée scientifique, de la recherche de type expérimental en particulier et de celui de l'action sociale planifiée vue sous l'angle d'un processus de résolution de problèmes. Réaume, 1982, cité dans Goyette, Lessard-Hébert, 1987, page 6. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, Lewin s'est intéressé aux difficultés liées à l'implantation d'usines dans des régions rurales car les populations de ces régions n'étaient pas habituées à l'industrialisation des villes du nord des États-Unis. L'antisémitisme, ou d'autres problématiques à caractère social, étaient également des problèmes que Lewin comptait résoudre par le biais de la recherche-action. Dans un contexte d'après-guerre, Lewin incitait donc les personnes concernées par une impasse à participer à un nouveau mode de recherche dans l'action. Ce contexte se caractérisait par un ensemble de valeurs. Une démocratie renforcée, une plus grande participation, la reconnaissance des droits individuels, culturels et ethniques des minorités et une tolérance des opinions divergentes. Côté Thibault, 1991, cité dans La Voix, 1996, page 15. Barbier nous dit en définitive que les investigations de Lewin ont permis à la recherche-action de prendre appui sur l'action des groupes et la nécessité de faire participer les gens à leur propre changement d'attitude et de comportement dans un système interactif. Barbier, 1996, page 16. En 1947, Lewin décède mais ses travaux sont repris par ses élèves et par d'autres chercheurs. Cependant, la conception de la recherche-action lewinienne a subi des modifications et des interprétations qui lui ont fait perdre son originalité. En effet, des chercheurs ont présenté la recherche-action dans des termes positivistes en modifiant ainsi son concept et en niant son potentiel de développement. Côté Thibault, 1991, cité dans La Voix, 1996, page 15. Durant la même période, le travail social s'intéresse, à travers les travaux de l'école de Chicago, à la recherche-action pour traiter de sujets comme l'intégration des Noirs,
la solidarité de groupe ou encore l'influence des lois sur le changement social. Après s'être distinguée dans les domaines de la psychosociologie, de la gestion publique et du travail social, la recherche-action se consolide en 1953 dans le champ des sciences sociales grâce à l'introduction du livre de Stephen M. Corey, doyen de l'Institut de pédagogie de l'Université de Columbia, dans les milieux éducatifs américains. Corey inscrivait également la recherche-action dans une approche positiviste. La recherche systématique des données, leur saisie et leur interprétation devaient répondre à la question suivante: est-ce que l'action ou le plan d'action donne les conséquences recherchées? Côté Thibault, 1991, cité dans La Voix, 1996, page 16. En ce qui concerne les lieux d'émergence de la recherche-action, ils se caractérisaient par les terrains, milieux du travail, de l'éducation, de vie communautaire, etc., et les sciences humaines, psychologie, sociologie, anthropologie, politique, éducation, etc. 1.1.2 Période de radicalisation politique. Dès les années 1970, une tendance plus radicale de la recherche-action va émerger dans d'autres pays comme l'Angleterre, la France et le Canada. C'est effectivement en Europe et en Amérique du Nord que la recherche-action se radicalise sur le plan de la réflexion épistémologique. La recherche-action suppose une conversion épistémologique, c'est-à-dire un changement d'attitude de la posture académique de chercheurs en sciences humaines. Barbier, 1996, page 18. Cette conversion épistémologique, qui a permis entre autres à la recherche-action de se développer en une multitude de conceptions, de pratiques, de types ou encore de définitions, est née suite aux réactions relatives aux insatisfactions de chercheurs en sciences humaines qui ont remis en cause la science positiviste dans le domaine des sciences sociales. La Voix, 1996, page 10. Certains de ces chercheurs ont aussi ressenti le besoin de créer des liens entre la recherche et l'action, la théorie et la pratique, le savoir et le faire ou encore entre le chercheur et les acteurs, personnes directement concernées par l'objet de recherche. La Voix, 1996, page 52. La radicalisation de la recherche-action a également remis en cause sa consoeur lewinienne. L'orientation démocratique qui met l'accent avec Lewin sur la décision de groupe en tant que technique du changement social désigne maintenant un principe d'action sociale débouchant sur une vraie démocratisation de la recherche en tant que telle. Barbier, 1996, page 18. Pour René Barbier, la nouvelle recherche-action qui a émergé durant cette période est donc plus émancipatrice et plus critique que la recherche-action classique de Lewin. Actuellement, la conversion épistémologique de la recherche-action offre toujours un nouveau regard sur la scientificité des sciences humaines et de la société. C'est pourquoi, plusieurs types de recherche-action sont en rupture avec les sciences sociales instituées, ce qui n'empêche pas certains chercheurs qui pratiquent la recherche-action de rester dans la lignée de Kurt Lewin ou de s'inspirer de la pensée positiviste, spécialement aux États-Unis. Côté Thibault résume l'évolution de la recherche-action ainsi. Dès son émergence, l'orientation de la recherche-action concernait le changement social en tentant de modifier le comportement des gens dans leurs pratiques. Elle était davantage au service des dirigeants et utilisait des consultants pour amener les intervenants au changement désiré. Côté Thibault, 1991, cité dans La Voix, 1996, page 177. De nos jours, les acteurs contribuent de plus en plus au processus de décision de la recherche-action. De la sorte, la recherche-action s'inspire d'approches participatives, émergentes et interprétatives. Voici à présent une présentation des finalités et des fonctions de la recherche-action. 1.2 Les finalités et les fonctions de la recherche-action. Suite à ce bref récapitulatif historique, je constate qu'étudier ce type de recherche est un défi car il y a autant de définitions qui la désignent que de chercheurs qui la pratiquent. Sa diversité théorique provient du fait que chaque recherche-action est propre aux acquis, aux perceptions et aux expériences de leurs chercheurs. On peut comprendre la raison pour laquelle elle peut se présenter sous une multitude de pratiques et de conceptions. De nos jours, on répertorie plus de 120 types et définitions de recherche-action. Avant de donner quelques définitions de la recherche-action, et pour mieux cerner ce type de recherche, je tiens à exposer ses fonctions et ses finalités. Pour cette présentation,
je me suis référé principalement à Goyette et Lessard-Hébert et à leur ouvrage, publié en 1987, qui s'intitule « La recherche-action, ses fonctions, ses fondements et son instrumentation ». En effet, face à la diversité des conceptions, des définitions et des pratiques en recherche-action, les auteurs ont effectué une analyse en se basant sur les écrits de chercheurs et d'auteurs traitant de ce sujet. Ainsi, ils donnent et comparent dans leur analyse les différents points de vue qui se rattachent aux fonctions, aux fondements et aux méthodes de la recherche-action tout en situant ces derniers à travers les 3 dimensions que la plupart des chercheurs attribuent à la recherche-action: la recherche, l'action et la formation. De ces dimensions découlent des finalités et des fonctions, dont voici une présentation. 1.2.1 La dimension de la recherche 12. 3 fonctions caractérisent cette dimension. 1. La fonction d'investigation. Cette fonction montre 4 types d'investigation qui sont utilisés dans la recherche en général pour investiguer le réel: la description, l'explication, la compréhension et le contrôle. La description voit le chercheur énoncer une problématique concrète en lien avec l'objet de la recherche, par exemple l'analyse du milieu physique et humain d'une communauté avant d'intervenir. L'explication veut que le chercheur mette en rapport des variables précises avec sa description, pour qu'ils nous permettent de comprendre ce qui se passe sur le terrain. La compréhension, qui est la phase la plus appréciée par les chercheurs en recherche-action, contredit l'explication car au lieu d'expliquer sa description en utilisant une loi ou une théorie, le chercheur préfère comprendre la situation particulière qui caractérise la description. Ainsi, la compréhension permet au chercheur de considérer le vécu, les valeurs ou encore les intentions de l'objet de la recherche. Le dernier type d'investigation relevé par Goyette et Lessard-Hébert concerne le contrôle. Sous un point de vue fonctionnel, le contrôle nous montre la distinction qu'il y a entre la recherche-action et la recherche traditionnelle. Cette dernière contrôle ses hypothèses par voie d'expérimentation tandis que la recherche-action vérifie ses hypothèses sur le réel. Ainsi, ce contrôle des hypothèses sur le réel permet aux chercheurs d'examiner le lien entre la théorie et la pratique. Contrôle praxéologique. 2. La fonction critique sur le plan épistémologique. La fonction critique de la dimension de la recherche est mise en évidence car, comme j'ai pu le décrire dans l'historique de ce travail, la recherche-action vient critiquer les postulats et les conceptions épistémologiques de la science positiviste, que les auteurs dénomment également science traditionnelle ou classique. En effet, la recherche-action se dissocie de la science positiviste car elle a tendance à situer la problématique des liens entre la recherche et l'action, entre le chercheur et les acteurs, sur un plan épistémologique. Cette tendance s'appuie donc sur des fondements épistémologiques non ou peu reconnus par la science positiviste. C'est pourquoi, certains chercheurs situent la recherche-action dans le cadre d'un débat épistémologique, ce qui fait d'elle un mouvement global de réflexion sur les sciences de l'homme, sur ses produits et sur ses processus, méthodologie de recherche. 3. La fonction de communication. La communication entre le chercheur et les acteurs peut s'établir dans 2 sens qui se distinguent à travers 2 types de recherche-action. La première se nomme l'enquête-feedback, qui consiste à ce qu'une organisation ou une entreprise demande à un chercheur de mener une enquête pour clarifier une situation problématique. Le chercheur communiquera les conclusions de son enquête par le biais d'un rapport écrit. Ces conclusions seront discutées lors de rencontres avec les personnes intéressées. La communication a un rôle essentiel pour la recherche: discuter, confronter, clarifier les résultats, et pour l'action, décider, comprendre une situation, se sensibiliser à différentes hypothèses de changement, etc. Dans ce cas de figure, le chercheur communique des informations sur les résultats et le processus de recherche à l'organisation qui l'a mandaté et aux personnes concernées par la problématique. La recherche-action classique de Kurt Lewin s'inscrit dans ce type de recherche-action. Ce n'est pas le cas dans le deuxième type de recherche-action, l'évaluation formative, où ce sont les acteurs qui communiquent aux chercheurs des informations sur leurs valeurs, leurs problèmes, leur milieu, leurs réactions face au processus et aux résultats de la recherche, etc. Contrairement à l'enquête feedback, l'évaluation formative met l'accent sur la participation ou l'implication des acteurs dans la recherche-action. Cela constitue pour certains chercheurs un idéal démocratique. La communication verbale ou écrite peut être considérée comme une forme de participation des acteurs. Non seulement elle facilite la transmission de l'information,
mais elle permet aussi aux acteurs de négocier avec le chercheur leur implication dans la recherche-action. Pour reprendre André Morin, la négociation est une condition essentielle à la recherche-action. Elle doit se faire avant, pendant et après la mise en place du processus. Elle donne lieu à un contrat ouvert entre chercheurs et acteurs, ceux-ci devenant à leur tour auteurs par la recherche-action. Morin, 1984, cité dans Goyette et Lessard-Hébert, 1987, page 47. On remarque ici que la notion de partage du pouvoir, en l'occurrence le pouvoir du savoir, est prise en compte par le chercheur et les acteurs. Ainsi, la communication remplit pour le chercheur et les acteurs une fonction de recherche, contrôle, diffusion, tout en établissant un lien entre la recherche et l'action, conscientisation, pression auprès de décideurs. La fonction de communication est de la sorte considérée comme étant une fonction de recherche qui déteint sur la dimension de l'action. Dit autrement, cette fonction détermine le trait d'union entre les termes recherche et action. 1.2.2 La dimension de l'action. La recherche-action peut avoir deux visées concernant l'action. La recherche sur l'action, qui permet de comprendre l'action sans être l'action elle-même, et la recherche pour l'action où la finalité de la recherche se caractérisera par l'action. Plusieurs chercheurs passent du terme action à celui de changement pour désigner que l'action amène toujours à un changement. Ce changement peut être d'ordre individuel ou social, micro ou macro-social. À ce stade, deux visées caractérisent le terme changement social. La première consiste à la transformation radicale des structures et des fonctions sociales tandis que la deuxième traite de la transformation tout en s'adaptant à ces structures. La recherche-action comporte donc deux types de finalités d'action dans le champ social. La première concerne la recherche-action adaptatrice qui traite de l'action dans la vie sociale en vue de sa transformation. Ce qui caractérise cette finalité d'action, c'est qu'elle est en accord avec le politique et qu'elle agit en sa faveur. La seconde se nomme la recherche-action transformatrice et assume une fonction critique sur le politique et le socio-culturel. L'action vise une transformation radicale de la vie sociale et se caractérise à travers des projets critiques, revendicateurs ou marginaux, comme par exemple l'alphabétisation de conscientisation de frères. Cependant, il faut prendre en compte que toute recherche-action n'implique pas nécessairement une finalité d'action. En effet, la recherche-action, dans le cas de la recherche sur l'action, pourrait avoir comme objet de recherche l'action sociale sans pour autant viser à un changement social. Cela peut être aussi le cas dans la recherche pour l'action, où le changement peut se limiter à une amélioration d'une situation ou à la résolution d'un problème sans qu'il y ait une visée sociale explicite. 1.2.3 La dimension de la formation. Contrairement aux finalités de l'action qui s'affirment directement dans le champ social, celles de la formation prennent premièrement en compte le champ individuel pour passer ensuite au champ social. Dans cette conception, le changement social passe par le changement des personnes. Goyette, Lessard-Hébert, 1987, page 92. La formation, associée à une finalité de changement social, permet aux acteurs d'apprendre à apprendre par la recherche et de résoudre ainsi les problématiques qui les concernent. Les réponses nouvelles doivent être inventées dans le système et non pas être importées de l'extérieur, comme dans le modèle innovation-diffusion, lequel s'appuie sur des relations de dépendance au pouvoir. Thirion, 1980, cité dans Goyette, Lessard-Hébert, 1987, page 92. Le chercheur en recherche-action tient donc un rôle de formateur auprès des acteurs impliqués dans la recherche-action. Après avoir passé en revue les finalités et les fonctions des trois dimensions de la recherche-action, le prochain point nous donnera quelques définitions sur ce type de recherche. 1.3 Définition de la recherche-action. Le recensement littéraire de la multitude de pratiques et de conceptions qui se disent de la recherche-action me permet d'affirmer qu'il est difficile de fournir une seule définition qui explique d'emblée ce type de recherche. C'est pourquoi j'ai décidé de ne retenir que deux définitions qui répondent aux intérêts de cette recherche et qui donnent par la même occasion un écho intéressant à l'illustration analytique que je vais développer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.